peut commencer avec une distinction avec ce qu'on va voir à Washington, parce que le président américain peut nommer n'importe qui comme un membre de son cabinet. La tradition, la convention au Canada, c'est les ministres viennent des députés, avec une exception pour ici et là un sénateur, mais un parlementaire. Donc, celui ou celle qui gagne les prochaines élections va choisir parmi ces 150, 160 députés, une vingtaine, 25, et les nommer comme ministres. En réalité, c'est une recommandation au gouverneur général de les nommer comme ministres. Il y a une cérémonie d'assermentation et tout de suite, ils obtiennent les autorités législatives et exécutives de ce rôle comme ministre. Chaque gouvernement commence avec ses promesses électorales, une plateforme électorale. Ils ont dit on va faire quelque chose et la première discussion, c'est les vérifications, les options, comment faire ça, comment avancer ces promesses. Mais le rôle de la fonction publique, c'est de commencer à parler des autres dossiers. Il y a des deadlines, des événements internationaux, des décisions, des cours, des dossiers qui n'ont pas reçu beaucoup d'attention. Et c'est de commencer à faire un mix entre la plateforme électorale et les dossiers, les événements. Comme le Conseil des ministres existe depuis des centenaires, il y avait toujours une papasserie associée aux décisions du cabinet. Et la tradition moderne, c'est une mémoire au cabinet, c'est la recommandation d'un ministre ou peut-être un regroupement de ministres à ses collègues. Et après ça, les décisions du cabinet. Ce sont les deux principaux papier du cabinet. Le format change de temps en temps. Il y a probablement un guide de rédaction sur l'Internet des éléments. Mais les grandes lignes sont très stables. Une partie, c'est la recommandation en termes assez clairs. Voici ce que nous devrions faire. Après ça, il y a un élément d'analyse d'options. Le blague, c'est qu'il y a toujours 3 options, mais entre 5 options, des avantages, désavantages, on pourrait, avec la même problématique, on pourrait choisir entre options, instruments, par exemple, et on essaie de faire ça dans le moyen de page et un langage assez clair. Et le troisième élément, ce sont les vérifications nécessaires. Alors, juste pour établir qu'il y avait une analyse financière, juridique, beaucoup d'emphase ces jours-ci sur les communications. Alors, est-ce qu'on connaît un peu l'opinion publique? Quels sont les messages avec lesquels on peut avancer l'initiative? Et dans le contexte très moderne, souvent une analyse sur l'impact sur des aspects de diversité en termes de l'égalité de sexe, les droits de la personne, les questions autochtones, etc. Si le ministre propose un projet de loi ou une modification, une nouvelle loi, ça implique 2 choses. Une, c'est la rédaction d'un projet de loi. Donc, il faut donner des instructions assez claires sur l'intention du gouvernement. Alors, pas tous les détails, impossible d'avoir tout le projet de loi devant les ministres, mais au moins des instructions qui fournissent une clarté sur l'intention. Et peut-être certains détails, voici ce que... Et ça passe au rédacteur à vraiment compléter le projet de loi. Mais l'autre élément, c'est une stratégie parlementaire. Soit une majorité, minoritaire, les positions des autres partis, quel comité, est-ce qu'on va présenter le projet de loi dans la Chambre des communes ou dans le Sénat? C'est une option dans certains cas. Et qu'est-ce qu'on s'attend en termes
Est-ce que ce sera un processus difficile? Est-ce qu'on peut compter sur l'appui d'autres partis? Et il faut avoir une stratégie parlementaire pour accompagner chaque projet de loi. Les mémoires sont rédigées par les fonctionnaires, mais accompagnées toujours avec une note de perspective politique préparée par le cabinet politique. Donc, les ministres reçoivent les deux. Tout ça, c'est vraiment résume les discussions, les consultations, les vérifications avant que le document est signé par le ministre. Et les discussions dans la salle, c'est souvent une demi-heure, 1 heure au maximum pour un dossier difficile. Donc, c'est vraiment sur les questions clés en termes d'options et comment on va avancer l'initiative. Le PM préside. C'est le premier ministre, il est dans le centre, il préside la réunion. Il guide la discussion et décide comment terminer et avancer le prochain item de l'agenda. Mais c'est le greffier qui est le secrétaire au cabinet qui est responsable pour la production des documents pour les ministres. Donc, une semaine avant chaque réunion, on circule les mémoires aux autres ministres et on prépare un cahier de préface pour le PM. Avant chaque réunion du cabinet, j'ai passé 1 heure en discussion avec le PM sur les items, identifier des décisions clés ou peut-être des points de divergence. Le ministre A est pour cette réalisation, mais le ministre B et C sont contre et c'est pourquoi. Juste pour donner une idée des enjeux, on peut maximiser le temps du cabinet avec un peu de préparation et des fois un peu de suivi après, parce que des fois, le résultat n'est pas clair. Il y avait une divergence parmi les ministres et après chaque réunion du cabinet, j'ai passé 15 ou 20 minutes avec le PM et son chef de cabinet en discutant. OK, est-ce qu'on est sur la même page sur ce qu'on a entendu et décidé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer la mise en œuvre? Le bureau du conseil privé, comme un secrétariat de ce processus, garde les papiers du gouvernement, qui sont les confiances du cabinet, gardés comme secret de l'État. Il y a tout un système informatique pour les numéroter, garder, et c'est pas tout le monde qui a accès à ces documents. Il faut avoir au moins la permission nécessaire pour obtenir ces documents. Ils gardent un genre de bibliothèque des papiers de sous-gouvernement et du passé. Et il y a des groupes dans la plupart des grands ministères qui s'appellent affaires parlementaires, qui sont leurs partenaires dans ce processus. Mais un des rôles des autres fonctionnaires au bureau de conseil privé, c'est d'agir comme secrétaire à chaque comité et avoir une documentation assez claire en termes de qu'est-ce que ce table a décidé. Ça peut être 6 mois plus tard que les rédacteurs du projet de loi ou les parlementaires vont poser des questions. Est-ce que c'était vraiment ce que vous avez en tête? Quel genre de flexibilité est-ce qu'on a? Il y a toujours des questions dans le processus parlementaire qui sortent. Donc, c'est très important d'avoir une documentation assez claire de ce que les ministres avaient décidé. La réalité de gouvernance, c'est que la ressource la plus limitée, c'est le temps. On peut dépenser des fonds, on peut prêter les fonds. Mais on ne peut pas vraiment créer du temps. Alors, dans une année normale, avec les pauses pour l'été et dans le calendrier parlementaire, on peut imaginer un maximum de 30 réunions du cabinet, 3 heures chaque, peut-être 4. Mais ça commence à 10 heures, il y a des obligations pendant l'après-midi, la période de questions. Donc, on fait l'utilisation de entre 100 et 140 heures de discussion pour l'ensemble des dossiers événements qui arrivent chaque année. Donc,
c'est vraiment la gestion d'attention qui est la clé à la gouvernance des aussi. C'est pourquoi il y a eu la création de beaucoup de comités de ministres ou sous-comités ou groupes de travail des ministres, parce qu'on peut diviser le travail un peu, avoir un comité sur la politique sociale et politique internationale. Ils peuvent étudier, passer plus de temps en discussion des options et avancer les recommandations du comité à l'ensemble du cabinet. Donc, on peut maximiser le temps du cabinet avec le PM comme président et à peu près doubler le temps de discussion possible dans une année normale. Donc, et c'est le rôle du PM à décider comment structurer le cabinet et ses comités. Ce que j'ai remarqué, c'est à cause de l'arrivée des médias sociaux, il y a une accélération du rythme. On a les politiciens et les gens qui les soutiennent ont moins de temps de réflexion, de consultation. Il y a une réaction rapide et une compétition féroce pour leur temps et leur attention. Et donc, d'avoir l'encre de réfléchir, penser en termes un peu plus stratégiques à long terme, les intérêts des générations futures, c'est très difficile dans un contexte très réactif.